Boris Cyrulnik, bonjour. Oh, Un grand merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, Boris Cyrulnik, on vous présente plus, mais comme on s'adresse à une partie de la population qui est peut-être pas très au fait de la question de la santé mentale, on va quand même vous présenter. Donc, vous êtes neuropsychiatre. Vous avez longuement travaillé sur la question de la santé mentale, sur la question surtout de la résilience. Et puis, vous avez toujours su adapter à travers vos livres, vos conférences, votre discours pour qu'il soit compréhensible par le plus grand nombre. Et donc, un grand chapeau, un grand merci pour tout ce travail, puisque vous avez permis d'être particulièrement utile pour les personnes qui étaient en demande. Donc, le dernier livre que vous avez publié chez Odile Jacob s'appelle 40 voleurs en carence affective et vous revenez un peu sur vos liens avec le monde animal, les travaux sur le monde animal, le parallèle entre l'évolution de l'homme, l'évolution de l'animal. Et puis votre avant-dernier ouvrage, alors celui auquel je suis particulièrement sensible, le laboureur et les mangeurs de vent, dans lequel vous revenez sur comment on arrive à se soumettre à des choses, à des idées, à des principes qui ne sont pas forcément les meilleurs, bon gré mal gré. Voilà, donc votre œuvre est particulièrement importante et essentielle à la compréhension de tous ces phénomènes. Et j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, si vous le voulez bien, la question de la résilience, comment on se sort des passes difficiles et surtout comment on peut raconter tout ça très simplement aux personnes qui nous écoutent. C'est à vous encore, merci. alors, c'est la question logique, hein. La résilience, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on a découvert qu'il était possible de se remettre à vivre correctement, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on fait de cette blessure et de ce retour de la vie? Et comment on peut même organiser le retour à la vie? Je propose donc 3 chapitres pour répondre à votre question. Avant le trauma, pendant le trauma, après le trauma. Logique. Avant le trauma, on arrive au monde. Certains bébés arrivent au monde avec déjà un trauma, soit un cordon, un trauma neurologique, médical, un cordon, une intoxication, une hémiplégie. Mais l'immense majorité des bébés arrivent au monde sains. Et pourtant, certains déjà, ont acquis dans l'utérus des facteurs de protection parce que leur mère était protégée et qu'une mère sécurisée devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte, alors qu'une mère insécurisée n'est pas sécurisante pour le bébé qu'elle porte et transmet des facteurs de vulnérabilité. C'est-à-dire que le bébé n'y est pour rien, la mère non plus d'ailleurs, et pourtant certains démarrent bien dans l'existence. Ça ne veut pas dire que c'est gagné pendant les 120 ans d'existence qui nous sont dus, hein. On a le droit à 120 ans d'existence. Ceux qui meurent avant peuvent déposer une plainte, hein. Mais certains démarrent difficilement dans la vie, mais ce n'est pas perdu pour la vie, d'où l'intérêt de réfléchir au processus de résilience. Il y a donc certains bébés démarrent avec des facteurs de protection, parce que leur mère était protégée, parce que la première niche sensorielle est stable, est sécurisante, est stimulante, alors que d'autres bébés démarrent avec des facteurs de vulnérabilité, parce que la première niche sensorielle, dans l'utérus et dans les bras après la naissance, cette niche sensorielle est instable et insécurisante. Le deuxième chapitre, c'est la structure du trauma. On pense toujours au trauma flagrant, parce que c'est le plus facile à comprendre. Il y a un avant, il y a un après, par exemple l'explosion d'une usine, la guerre. Mais il y a beaucoup de traumas insidieux, des traumas développementaux, qui sont les privations affectives, l'isolement sensoriel, et la neuroimagerie aujourd'hui permet de photographier comment ce traumatisme invisible, insidieux, abîme
le cerveau, peut-être même encore plus que le trauma flagrant, où il y a un avant et un après. Parce que le bébé, l'enfant, se développe dans des circonstances adverses dont on ne prend pas toujours conscience, par exemple les insultes, et surtout la privation affective, et surtout l'isolement sensoriel. Et là, la neuroimagerie photographie comment il y a de graves, d'abord des dysfonctions cérébrales, et si on n'intervient pas pour déclencher le processus de résilience, ces dysfonctions deviennent des structures cérébrales qu'on photographie sans peine en neuroimagerie. C'est même devenu, depuis une quinzaine d'années, c'est même devenu très classique, tellement les photos confirment ce que je viens de dire. Mais la troisième niche sensorielle, après le trauma, il y a deux mots-clés, c'est le soutien et le sens. Le soutien, c'est la présence de quelqu'un de sécurisant. Ça, théoriquement, ça devrait être la mère et le père, mais pratiquement, c'est souvent pas le cas parce qu'eux-mêmes sont en difficulté, parce qu'il y a la violence conjugale qui délabre tout le monde, y compris les enfants, et parce qu'il y a la précarité sociale, qui est une circonstance adverse qui fait que tout est un stress dans la vie quotidienne. Et puis le deuxième mot après le trauma, c'est donner sens à ce qui nous est arrivé. Et là, il faut une réflexion littéraire, philosophique ou psychologique. Là, il faut faire un travail avec quelqu'un, un travail de la parole qui peut être fait en psychothérapie. Le fait de faire une psychothérapie n'empêche pas de lire, d'aller au cinéma et de chercher à comprendre ce qui nous est arrivé. Au contraire même, une psychothérapie est facilitée par la culture et la recherche, la contrainte à comprendre donc, que doivent supporter les traumatisés et qui parfois leur apportent le plaisir de comprendre. Voilà donc les trois schémas, les trois chapitres que je propose. Et si on réfléchit à ces trois chapitres, on peut évaluer la probabilité de déclencher un processus de résilience ou d'avoir du mal à le déclencher. Par exemple, quand j'ai travaillé en Roumanie, où j'ai vu les enfants, les bébés isolés précocement par la politique éducative criminelle de Ceausescu, qui forçait les femmes à mettre au monde le plus d'enfants possible et, et les empêchait de s'en occuper en leur demandant de travailler dans les usines ou dans les chantiers 14 heures par jour. Donc les bébés étaient isolés, seuls, et là il y a eu d'effrayants dégâts. Quand les Roumains s'en sont aperçus, après la chute de Ceausescu, ils ont réorganisé ces niches sensorielles autour des bébés et ils ont permis à 100 000 bébés sur 170 000 abandonnés, 100 000 bébés ont pu reprendre un développement correct, plus ou moins bien, mais souvent, parfois même très bien, qu'on peut appeler processus de résilience. En revanche, 70 000 bébés n'ont pas pu déclencher un processus de résilience et deux Américains, Nelson, Fox et Zina, trois Américains, ont fait une association de recherche et ils ont fait des publications magnifiques où ils font à l'associer la neuroimagerie avec les tests psychologiques et avec l'observation clinique des comportements. Et ces 70 000 enfants sur 170 000 n'ont pas pu déclencher un processus de résilience parce que ces enfants avaient été isolés précocement, intensément et durablement, et les dysfonctions cérébrales provoquées par la privation d'altérité, un isolement terrifiant, personne d'autre pour les stimuler, pour leur apprendre à sourire, pour leur apprendre à tendre les bras, supporter le regard, babiller. Ces enfants-là n'ont pas pu déclencher un processus de résilience. Voilà le schéma de raisonnement qu'on peut scientifiquement élaborer
Et pratiquement, nous praticiens, on peut y travailler, on a un schéma de raisonnement pour y travailler et pour évaluer et mettre en place un processus probable, possible de résilience. Et dans vos ouvrages, vous parlez souvent de la question de l'imagination et comment l'imagination a pu, alors vous personnellement, mais pas que, a pu sortir de situations difficiles. La possibilité de se projeter ailleurs, possibilité de parler aux animaux, vous l'évoquez dans votre dernier ouvrage, possibilité comme ça de s'inventer des mondes. À quelle place vous mettez, vous donnez à l'imagination dans le fait de se sortir de situations difficiles? Eh bien, le premier qui a dit ce que vous venez de dire, c'est Papa Freud. C'est le refuge dans l'imaginaire des enfants malheureux. Et ça, on le fait tous. Et quand on ne le fait pas, on est sur le tapis roulant de la dépression. En revanche, quand on a un moment difficile dans l'existence, et je crois qu'on peut tous dire qu'on a des moments difficiles dans l'existence, qui ne sont pas forcément des dépressions, mais si on ne fait rien, on est sur le tapis roulant qui mène à la dépression. Mais on n'est pas obligé de rien faire, puisque maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Or, les enfants malheureux, parce que maman n'est pas là, donc j'ai mon petit chagrin, j'ai ma petite angoisse, et Winnicott a été le premier à dire, quand maman n'est pas là, je peux lui trouver un substitut qui la représente, un foulard, un nounours, et je colle contre moi le foulard de maman, la figure d'attachement la plus sécurisante qui soit, au moins au début des premières années, les premiers mois, les premières années, jusqu'à l'âge de 2, 3 ans, où arrive l'âge du non, où là, il y a le premier conflit de génération entre maman et l'enfant, mais les premiers mois, la figure d'attachement la plus sécurisante, c'est maman, à condition que le foyer et la culture, comme je l'ai proposé tout à l'heure, sécurisent maman. Mais si elle n'est pas là, et il faut qu'elle soit pas là, si elle n'est jamais là, c'est le désert affectif. Si elle est toujours là, c'est la prison affective. Donc il faut qu'elle soit là et que de temps en temps, elle s'occupe d'elle-même, qu'elle aille faire les courses, qu'elle aille travailler, qu'elle aille au cinéma. L'enfant donc se retrouve forcément en situation de privation affective, mais si avant il a été sécurisé par une mère sécurisante, il va inventer ce que Winnicott, pédiatre et psychanalyste, a appelé l'objet transitionnel, mon nounours, un dessin, un foulard, un objet représente ma mère qui n'est pas là, et dans mon imaginaire débutant d'enfant, je sais que ce nounours, c'est pas ma mère, mais je sais que ce nounours représente ma mère. Donc, je suis sécurisé, je me sécurise à ce nounours, ou plus tard, je ferai un dessin, et au moment où je ferai le dessin, je m'imaginerai que quand maman va revenir, je vais lui donner ce dessin et on va faire une fête affective. Donc, j'ai appris par l'imagination, j'ai appris à supporter la perte momentanée. Alors, l'enfant ressent parfois ça comme une perte. Beaucoup d'enfants déjà sécures ressentent l'absence de maman comme un moment difficile à supporter et à remplir par un dessin, par un nounours, par une imagination. Et lorsqu'on de ces enfants grandissent, Resnick et Hénard, qui étaient professeurs à Genève, ont fait un magnifique livre associant la psychologie et la littérature, et ils ont fait un recensement des écrivains du 19e siècle. Et en effet, j'ai oublié le chiffre, mais il y a 2 pages de citations des écrivains du 19e siècle qui tous avaient été orphelins, donc contraints soit par l'imagination à combler la perte de maman, papa, soit ceux qui n'y sont pas arrivés ont été très malheureux. Mais donc on peut inviter un enfant ou un adolescent, on peut l'inviter à développer son imaginaire, à raconter son histoire, ou même à l'inventer, à peindre, à écrire,
à transformer son malheur en poésie, où on peut l'inviter. C'est lui qui va faire, c'est elle qui va faire l'effort, mais nous, on peut lui dire: voulez-vous faire l'effort d'écrire votre texte, de faire une poésie ou de faire ce que vous savez faire pour représenter votre orphelinage? Et on a fait une enquête récemment, et à Toulon, Charles Berling confirme que dans les milieux de l'imaginaire théâtral, au cinéma, ou de cinéma ou de littérature, il y a un très grand nombre d'orphelins ou d'enfants isolés affectivement qui ont réussi à surmonter la perte grâce à l'imaginaire. Donc Papa Freud est totalement confirmé par Charles Berling. Et ça, et ça, c'est pas commun. Ça, c'est intéressant. Et c'est toulonnais, donc ça nous arrange beaucoup. Voilà. Et par ailleurs, une parenthèse, avec donc Cyril Diabaté, le grand champion de boxe que j'ai interviewé juste avant vous, qui nous évoquait sa dépression. Il évoquait la possibilité pour tous les boxeurs et tous les sportifs de contact, vous voyez, de sport de contact très dur. Lui, il évoquait la possibilité, pareil, d'avoir un parcours un peu difficile qui les amène à devoir se retrouver dans une situation un peu dangereuse, quoi, qui est le ring ou la cage dans le MMA ou d'autres pratiques. Qu'est-ce que vous attribuez au, au sport et à la place de cette carence aussi dans ces carrières-là? Alors je propose de faire une différence entre le sport de petit niveau, qui est une stimulation cérébrale que Pierre Lemarquis sait photographier, évaluer. C'est encore un Toulonnais. Il y a une école à Toulon excellente, hein. Génial. Et Pierre Lemarquis nous a montré des images de neuroimagerie fonctionnelle où les pianistes ont une zone correspondante cérébrale, corticale, hypertrophiée. C'est-à-dire que le simple fait de s'entraîner, c'est un entraînement musculaire à toute allure, mais c'est un entraînement à la fois mental et musculaire. Il y a pas dans la neuroimagerie, il n'y a pas de séparation. Le cerveau nouveau n'est pas dans sa boîte crânienne. Le cerveau nouveau est un cerveau relationnel. C'est un cerveau social. Le cerveau est sculpté par le milieu et par nos actions. Le fait de faire du piano stimule la zone correspondante corticale des doigts. Le fait de lire, Stanislas Dehaene a fait chez Odile Jacob un très beau livre d'images où on voit, quand on a quelques notions de neurologie, on le savait déjà, mais lui, il le photographie. Quand on lit, c'est la zone de la vision, la zone occipitale qui dégage de l'énergie parce que les neurones travaillent. Quand on parle, c'est la zone proche de l'action pour bouger les muscles de la bouche et du pharynx pour parler. Quand on écoute parler, c'est la zone postérieure à la sylvienne. Et quand j'ai travaillé au Japon, les Japonais ont deux systèmes de signes, le nôtre et le système idéographique très proche de l'image. Si bien qu'au Japon, quand un Japonais fait un accident vasculaire, une thrombose de l'artère sylvienne gauche, chez les droitiers, il devient aphasique dans notre système de signes, il ne peut plus lire ni écrire dans notre système de signes, alors qu'il continue à lire et à écrire dans le système de signes idéographique qui est drainé par les artères occipitales et non plus par l'artère sylvienne. Donc c'est la preuve photographiée à quel point les mots modifient le fonctionnement et la structure cérébrale. Alors ça, les mots agissent sur le cerveau. Donc faire une psychothérapie, écrire, réfléchir, c'est stimuler le cerveau à chaque zone correspondante et c'est faire une rééducation du cerveau. Mais bien sûr, ça ne marche pas toujours, ça marche souvent, surtout que maintenant, on peut rétablir la circulation très vite, quand le diagnostic est fait vite et que dans les 8 heures, on peut rétablir la thrombose. On voit maintenant, j'ai des tas d'amis, puisque maintenant je suis à la retraite, j'arrive à l'âge des thromboses cérébrales. Eh bien, s'il s'est pris
dans les 8 heures, il n'y a aucune séquelle. Donc le cerveau est sculpté par notre relation, sculpté par notre milieu et par les interactions verbales. Parler, c'est sculpter le cerveau. Donc on a un facteur de résilience à la portée de tout le monde. Non, c'est faux ce que je viens de dire. Malheureusement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des enfants qui très tôt acquièrent l'aptitude à la parole parce qu'ils ont un foyer qui parle, parce qu'on s'adresse à eux, et Guylaine Dehaene, la femme de Stanislas, nous a montré des images. Quand on parle autour d'un bébé, il entend des sons, c'est tout son lobe temporal gauche qui passe au rouge parce que les neurones travaillent pour entendre des sons, mais lorsqu'on s'adresse au bébé, près de lui, en le regardant, l'odeur, la proximité de la voix, l'interaction, l'environnement sensoriel est tellement stimulant que c'est le planum temporal gauche qui est stimulé, et plus on s'adresse au bébé, plus on parle au bébé, plus ce planum temporal s'étend et transforme ce qui était la zone des sons, qui devient la zone des mots. À moi, Françoise Dolto, elle a, elle a été la première à le dire, mais elle n'avait pas l'outil scientifique pour le démontrer. Donc on la croyait, ou elle avait compris quelque chose, mais elle ne pouvait pas scientifiquement le démontrer. Et aujourd'hui, Stanislas Dehaene, Guylaine Dehaene, démontre qu'elle avait compris quelque chose et qu'elle avait raison. Il faut sécuriser un bébé pour lui apprendre à parler, et il faut parler au bébé pour lui apprendre à parler. Alors là, il y a des milliers de publications qui montrent qu'on peut agir sur le cerveau. On peut agir sur le milieu qui agit sur le cerveau. Donc là, on a un précieux facteur de résilience. Mais, comme l'ont malheureusement dit Nelson et Zina, plus on attend, plus la résilience sera difficile à déclencher. Alors que au début, c'est du gâteau. Je faisais des électroencéphalogrammes des bébés en isolement sensoriel, ils ont tous une avance de ce qu'on appelle le sommeil rapide, le sommeil paradoxal, qui est un signe de dépression. Alors, ce n'est pas une vraie dépression, mais si on ne fait rien, on chemine vers la dépression. Ça, un jour ou l'autre, ça fera une dépression. Dès que la mère était sécurisée, ou dès que on avait trouvé pour le bébé un substitut sécurisant, le père, une autre femme, la grand-mère, un métier de la petite enfance, l'électroencéphalogramme se régularisait en une nuit ou deux. La plasticité cérébrale est tellement stupéfiante que si on s'occupe vite du bébé, la résilience, c'est du gâteau. Mais plus on s'en occupe tard, plus c'est difficile. J'ai travaillé au Canada avec les orphelins de Duplessis, dont personne ne s'est occupé. Et là, effectivement, il y a beaucoup de dégâts parce que personne s'en est occupé. Alors que les Roumains, dès la chute du mur, ont récupéré 100 000 enfants sur 170 000, Il y a une bonne nouvelle. La plasticité cérébrale, ça nous arrange. à condition qu'on interagisse Et tôt, affectivement et verbalement c'est ça. avec la personne, la petite personne. Donc, ce que vous dites, c'est être dans une interaction très précoce avec l'enfant, le prendre au sérieux, hein, c'est-à-dire s'en occuper avec tout le potentiel qu'il va pouvoir ensuite développer. Une petite personne. Une petite personne, c'est ce que vous avez d'ailleurs beaucoup souligné dans la commission des 1000 premiers jours que vous avez dirigée, puisque il est question de dire justement que c'est dans les 1000 premiers jours que, grosso modo, toute cette sécurité-là se crée et ensuite donne un adulte capable de se défendre psychologiquement. Voilà. Si on réussit les 1000 premiers jours, c'est pas gagné pour la vie, parce que la vie n'est pas toujours facile, hein, et que statistiquement, je crois qu'on a tous notre part d'épreuves. Mais si on a acquis un attachement sécure au cours des 1000 premiers jours, on va souffrir et on va se reconstruire.
Alors que si on a acquis des facteurs de vulnérabilité, on va souffrir encore plus et on aura du mal à se reconstruire parce qu'on a acquis des facteurs de vulnérabilité. On ne sait pas parler, on ne sait pas sourire, on ne sait pas interagir. Donc, on a acquis des facteurs de vulnérabilité et on ne peut pas déclencher un processus de résilience. Vulnérabilité versus résilience. Comment on cultive cette vulnérabilité, comment on cultive cette résilience, c'est toute la question. Alors, on peut, ça dépend, donc il faut analyser les 3 schémas que je vous propose, avant, pendant, après, et on sait à quel niveau il faut intervenir. Si on est un adulte à un malheur dans la vie, ça arrive, hein. Par exemple, ce qu'on a découvert à la commission des 1000 premiers jours, c'est que alors que les femmes n'ont jamais eu dans l'histoire humaine autant de possibilités d'épanouissement, et de socialisation, eh bien, il n'y a jamais eu autant de dépression du postpartum et même de dépression périnatale. Parce qu'elles s'épanouissent, elles mettent au monde leur premier bébé, elles ont 31, 32 ans, c'est tard pour une grossesse. Et si elles se retrouvent seules, le mari, je suis désolé, c'est un mot de mon époque, c'est un mot désuet, hein, je ne sais plus comment il faut. Ça ira très bien, c'est parfait. Celui qu'au de mon temps on appelait le mari, Voilà. si il n'est pas là, il va travailler, ou il y a eu un divorce, ce qui est étonnamment fréquent, surtout dans les grandes villes. Eh bien, la jeune femme bien développée, bien socialisée, se retrouve seule. Et là, pour elle, c'est un trauma. C'est un trauma, donc ce qu'il faut faire, c'est développer un village pour qu'elle puisse rencontrer une grand-mère, un métier de la petite enfance, une voisine, quelqu'un de sa famille, un copain, une copine, qui refasse l'équivalent du village pour qu'elle ne soit pas seule. Et dans ce cas-là, ça a été déjà évalué 1 an après, les grands bénéficiaires de la création d'un village après l'accouchement. Notre surprise, alors les femmes en ont bénéficié, il y a moins de dépression périnatale, les bébés en bénéficient parce qu'ils ont 2 figures d'attachement, au moins 2 figures d'attachement autour d'eux, et les grands bénéficiaires des interactions précoces, surprise, c'est les hommes qui découvrent le plaisir de s'attacher à un bébé. Parce qu'avant, ils étaient chefs de famille, depuis 1804, c'est Napoléon qui les avait fait chefs de famille. Mais il y avait tellement de guerres et où les hommes travaillaient 15 heures par jour. J'ai connu au centre médico-social de la Seine, quand je soignais les ouvriers des chantiers navals, il y avait des hommes qui travaillaient 10 à 12 heures par jour et qui ne voyaient la lumière du jour que 2 mois par an. Et le travail était une torture. Ils étaient chefs de famille et n'étaient jamais dans leur famille. Alors que les femmes qui n'étaient pas chefs de famille, c'est elles qui faisaient tout. Il y avait donc une absurdité légale que les féministes ont assassinée en 1974 avec la loi de responsabilité parentale, et c'est ce qu'elles avaient de mieux à faire, mais ça n'empêche pas que les conditions modernes de travail et d'épanouissement des femmes font qu'elles font des enfants, elles mettent au monde des enfants de plus en plus tard et qu'elles se retrouvent seules. Donc c'est un facteur de grande vulnérabilité, mais on sait ce qu'il faut faire pour lutter contre la solitude des jeunes mères. Que dire dans ce développement-là de moments inhabituels, extraordinaires, tels que le confinement, la pandémie en général, et alors, plus proche encore là de 2023, les différentes guerres qu'on a pu voir. Alors, on va dans une cascade d'épreuves et c'est pas sûr que ce soit la fin. Euh, une grande épreuve, ça a été le confinement. Les bébés ont un peu souffert du confinement, ils ont eu un petit retard de langage
et de décodage des mimiques faciales. Mais dès que le confinement a été supprimé, ils ont rattrapé leur retard en quelques jours ou en quelques semaines. Ce n'est pas le cas des adolescents. Les adolescents, eux, ils ont été très abîmés. Et à l'université de Mons, en Belgique, où j'enseigne encore, on a évalué, d'après notre enquête, 39% des adolescents sont entrés en dépression après le confinement, au lieu des 12% habituels dans un pays en paix. Donc le confinement a été une très grave agression pour les adolescents. Quelques-uns s'en sont remis, beaucoup ont du mal à s'en remettre, surtout que le virus a des atteintes cérébrales puisqu'il rentre par le nez et que les fils olfactifs arrivent à la face inférieure du lobe préfrontal, qui est la zone neurologique des impulsions, des anticipations. Donc on peut comprendre que, immobilisés par le virus, ils ont eu du mal à se remettre à la mobilisation après le virus, puisqu'il y avait une altération bifrontale qui a été observée, qui a été dosée, mesurée. Donc ça veut dire que la résilience est possible, mais que à chaque stade du développement, les facteurs de résilience sont différents, puisque à Toulon, on a fait un groupe de recherche par des praticiens. Je souligne, c'est des praticiens qui participent. C'est pas, il y a des gens de laboratoire, hein, c'est sûr. Il ne s'agit pas de disqualifier la recherche scientifique, mais nous, praticiens, quand quelqu'un s'assoit près de nous, c'est pas un objet de laboratoire, c'est pas un objet de science. C'est une personne avec son cerveau, son histoire, son développement, sa famille, sa religion, ses croyances, etc., qui vient le rencontrer. Donc c'est un objet hétérogène. Et puis éthiquement, on ne peut pas faire une manipulation expérimentale avec quelqu'un qui nous appelle au secours. On ne peut pas dire, ben, on va défendre, on va aider celui-là, mais vous, on ne va pas vous aider pour voir comment vous évoluez. Éthiquement, on ne peut pas. Donc nous, praticiens, on a un savoir différent des gens, des scientifiques de laboratoire, mais c'est un vrai savoir que notre culture néglige. La recherche c'est pas la recherche clinique en laboratoire peut se faire, elle est souvent passionnante, mais là, il s'agit d'une recherche de praticiens. C'est pas pareil. Et je pense que les Québécois, par exemple, ont développé cette recherche de praticiens et ils sont très en avance sur nous, notamment dans le domaine de résilience, où il y a un très gros budget pour étudier la résilience au Canada. Donc, il y a des doctorants, il y a des chercheurs, et c'est mon ami Michael Ungar à Halifax, le Canada anglophone, qui manage tout ça. Et donc, il y a beaucoup de centres d'études de la résilience en Europe, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, mais pas en France. Alors, il y a des groupes de recherche, j'en ai managé plusieurs, qui sont bien rentrés dans la culture, mais ou bien on a été sponsorisé, personne n'a été payé, mais on a été à peu près défrayé par la Fondation pour l'enfance, par des associations qui nous ont défrayés, qui ont permis d'organiser des réunions, mais c'est pas encore une recherche officielle. Oui, oui. C'est vrai que la place du praticien, elle est quand même, elle est tellement riche parce qu'on reçoit des patients, ils nous parlent, ils vivent, ils ils sont dans une grande instabilité, c'est-à-dire que juste avant la consultation, il peut leur arriver quelque chose de grave et puis ils ne seront pas les mêmes. Donc, on n'est pas dans la mesure stable du laboratoire, mais en même temps, on est un peu plus proche de l'instabilité de la vie aussi, il me semble. Et bien sûr. Et puis surtout, nous, praticiens, on a un trésor à hypothèses, alors que dans les laboratoires, ils ont beaucoup moins d'hypothèses. Ils ont du mal à trouver des hypothèses. Ils ont une méthode expérimentale que nous, éthiquement, on n'a pas le droit d'avoir, mais ensuite, on peut valider les travaux des scientifiques. Quand j'étais praticien, je recevais des tas de brochures sur papier glacé qui m'expliquaient: «Vous donnez ce médicament, ça bloque l'inhibition de la recapture de la sérotonine et paf, il va mieux».
Ah, moi, j'étais content parce que c'était logique, c'était une belle démonstration. Et puis les gens me disaient: «Bah, écoutez, depuis que je prends ce médicament, j'ai la bouche sèche, je suis constipé, je vais pas mieux». Donc on pouvait valider ou invalider. Alors certains, parfois, ont validé, mais parfois on invalidait ce qui était logique dans un laboratoire, ne passait pas dans la pratique clinique. Donc je pense que, il faudra développer comme au Canada, il faudra développer une recherche de praticiens. J'en ai beaucoup fait, hein, quand Dufour était à Marseille, Sutter, Pringuet, on a beaucoup fait de recherche clinique, hein. C'est fait, organisé par des praticiens. C'est faisable, hein. Ça se fait dans des tas de pays, ça se fait pas encore en France. Ça va venir de plus en plus, il me semble. Alors déjà parce que vous avez largement ouvert la voie, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et puis en plus, sur la question de l'interdisciplinarité, ça commence un petit peu à s'ouvrir. Oui, Vous voyez, avant, les neurosciences parlaient pas avec les psychologues. C'était deux sphères très différentes. Là, maintenant, on a besoin des deux. mais Et, bien sûr. et pourquoi pas aussi d'autres champs comme la nutrition. Mais bien sûr, bah, ça, tout à fait. On sait maintenant que le microbiote est en train de préparer une révolution psychologique stupéfiante. C'est-à-dire que certains antibiotiques détruisant le microbiote diminuent la sécrétion de sérotonine et de dopamine et provoquent des dépressions. Alors les cliniciens, les médecins l'avaient constaté, il y a des fois, il y a des médicaments parfois nécessaires dans certains cancers, il y a des médicaments qu'on ne peut pas éviter et qui provoquent des dépressions. On arrête le médicament, les gens vont mieux et on est obligé de le redonner, les gens redépriment. Donc on avait les hypothèses, mais on n'avait pas l'explication. Et maintenant qu'on fait des recherches qui sont recommandées maintenant. Quand j'ai commencé en 1980 à 1978, c'était très critiqué. On nous disait, vous et encore ça existe encore maintenant puisque j'ai eu récemment, une agression contre moi qui parlait du bazar de Cyrulnik et le bazar, c'était il associe des disciplines différentes. Donc c'est le bazar et ben, c'est un bazar nécessaire et maintenant par bonheur, l'INSERM, le CNRS, l'ANR recommandent et donnent des bourses de recherche à des équipes pluridisciplinaires. Donc comme vous l'avez dit, c'est en marche et c'est en train de se développer. Alors d'ailleurs, à ce propos, autre parenthèse avec Gérard Osterman que vous devez connaître, Oui, de bien sûr, l'Université de Bordeaux, on est en train de réfléchir tous les deux à comment concilier la question de la santé mentale et de la santé physique, pour ne parler que de la santé, puisque finalement, quand on vous entend parler, vous parlez du cerveau, mais le cerveau est dans cette personne hein, qui est reliée avec son microbiote, avec toute cette même entité. bien sûr. Finalement, est-ce qu'on peut parler peut-être plus simplement de tout ça pour que ce soit encore plus accessible et qu'on puisse faire de la prévention toujours de meilleure qualité? Alors, on a du mal à en parler simplement parce qu'on mélange les disciplines. Alors, quand on est praticien, ce que Osterman est, c'est un praticien alors que c'était un interniste et un des meilleurs spécialistes des bêta-bloquants, donc c'était un chimiste et maintenant il est psychanalyste, il s'inspire beaucoup des théories de l'attachement parce que l'attachement inclut des disciplines, biologie, affective, socio-culturelle. Donc quand on s'intéresse aux théories de l'attachement, on est obligé de travailler en équipe. Ce qui est contrairement à ce qu'on nous disait quand j'ai fait les premiers réseaux à Marseille, on me disait: «Mais c'est pas possible». Eh ben, non seulement c'est pas possible, mais c'est passionnant et beaucoup de gens, beaucoup de biologistes découvrent la psychologie, beaucoup de psychologues se mettent très bien à la neuroimagerie, ça s'apprend, hein et donc on voit que maintenant, c'est ce qui se fait beaucoup plus facilement que ce qu'on me prédisait il y a 40 ou 50 ans. Mais c'est pas facile à rentrer dans la culture parce que les gens veulent une explication causale. «Mon enfant est autiste, dites-moi d'où ça vient. Quelle est la cause?» Pendant un moment même, on disait: «C'est la mère», ce qui est insupportable et j'étais ami avec Norbert Silamy,
que vous avez peut-être connu. C'est un psychanalyste de Sifour, donc vous l'avez peut-être connu. Et c'est un vrai psychanalyste, j'ai failli dire un psychanalyste croyant. Donc, et un jour, on était à Toulon, on a assisté à un jugement de mère d'enfants autistes qui est malheureuse. C'est difficile d'avoir un enfant autiste. Elles sont malheureuses, les parents sont très malheureux. L'enfant a du mal à se développer, il ne peut pas se développer comme tout le monde. Il se développe, mais pas comme tout le monde. Ça peut mener à une autre manière d'être, mais pas, c'est pas l'autoroute. Et j'ai deux amies qui sont dans ce cas, deux amies toulonnaises qui sont dans ce cas. Elles ont été, sont passées devant un tribunal. Madame, vous êtes responsable de l'autisme de votre fils. Je l'ai entendu, ça. Et Norbert Silami, qui était un psychanalyste très gentil, je l'ai vu rougir et bégayer de fureur contre les gens qui condamnaient les mères. Alors les psychanalystes disent que c'est pas vrai. Moi, je témoigne que c'est vrai. Ça a été vrai, ça l'est plus maintenant, mais ça a été vrai. Donc, s'ils avaient travaillé en équipe, ils auraient su qu'ils ont un savoir, mais ils n'ont pas tout le savoir. Et qu'il y a une autre manière d'apprendre à raisonner qui rentre difficilement dans la culture, parce que la pensée paresseuse, c'est quand même, dites-moi quelle est la cause. Et tout à l'heure, vous m'avez posé des questions sur les guerres qui sont à nos portes, hein. Non, ce que j'ai dit est faux, c'est même pas à nos portes, c'est déjà en France. Le Hamas est déjà en France. Euh, Dominique Bernard et Samuel Paty ont été tués par le Hamas. Et le Hamas, les dictatures religieuses ou idéologiques s'attaquent d'abord à l'école. C'est là qu'on peut le plus facilement fanatiser les enfants. Eh bien, je pense que là, ces gens-là cherchent la cause. Et quand quelque chose ne va pas bien sur le plan social, j'ai eu le bonheur de côtoyer René Girard, qui est un anthropologue, il s'appelait lui-même anthropologue chrétien. Et il disait le danger des raisonnements de causalité linéaire, c'est le bouc émissaire. Dites-moi quelle est la cause de notre malaise? Eh bien, c'est l'étranger, l'arabe, le juif, la sorcière. Il suffit de les supprimer et tout ira bien. On entend ces raisonnements qui reviennent actuellement. Ces raisonnements reviennent, et bien sûr, ça ne fait qu'ajouter du malheur au malheur. Et c'est ce que vous décrivez très bien dans le laboureur et les mangeurs, et les mangeurs de vent. Justement, cette appétence pour l'information tellement simple qu'elle peut être fausse, c'est pas grave, on la prend quand même. Alors, il faut se méfier du langage totalitaire, c'est qu'il est plein de séduction. D'abord, on n'a pas à faire d'efforts. C'est la pensée paresseuse. Ensuite, on n'a pas besoin de réfléchir. Au contraire, même, on nous demande de ne pas réfléchir. Il suffit de réciter tous ensemble un ou deux slogans. On n'a que des amis, puisqu'on est côte à côte en train de réciter le même slogan. Ça donne un sentiment d'appartenance très agréable qui nous coupe de faire l'effort de se représenter le monde de l'autre. Regardez ce qui se passe au Proche-Orient ou en Ukraine actuellement. Euh, les Arabes refusent de se mettre à la place des Israéliens, qui refusent de se mettre à la place des Arabes. Chacun est dans son monde, l'empathie est complètement arrêtée, c'est ce que Papa Freud appelait la définition du pervers. C'est Lacan surtout qui disait que le pervers, c'est celui, plus que celle, qui vit dans un monde sans autre. Seul, disait Lacan, seul mon désir compte. Les autres ne sont pas des êtres humains, il n'y a pas d'altérité. Donc, l'empathie donne une confiance en soi extrême, un arrêt de l'empathie. Je n'ai pas à faire l'effort de me décentrer de moi pour me représenter le monde de l'autre. Donc, que l'autre meure, tombe malade, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est mon monde. Qu'il soit palestinien, israélien, russe ou ukrainien, ce qui compte, c'est mon monde. Et là, on voit une perversion sociale au sens lacanien du terme, se mettre en place. Et ça, c'est
c'est embêtant parce que là, il n'y a pas d'argumentation possible. On ne peut pas argumenter quand quelqu'un a une croyance fanatique. Je tiens mon savoir de Dieu, je tiens mon savoir de Marx, le philosophe qui sait tout, je tiens mon savoir, c'est pas négociable. Si vous voulez négocier mon savoir, vous êtes un dissident, un traître. C'est ce qu'on entend dans les pays arabes, hein. Ou bien vous êtes totalement d'accord avec moi, sinon vous méritez la mort puisque vous êtes un traître. Vous êtes un collaborateur. Ils disent même vous êtes un collaborateur. Alors j'ai donné des cours dans les pays à Ramallah. J'ai dirigé des thèses de Palestiniens que j'ai invités à la Seine. Et vous savez avec qui je les ai invités? Non? Avec des Israéliens et des universitaires algériens. Et vous savez quoi? Eh bien, ils ont appris à découvrir l'autre, ils ont discuté ensemble, ils n'étaient pas d'accord, mais ils cherchaient à comprendre, à découvrir le monde de l'autre. Et là, on voyait un processus d'empathie se mettre en place. Ce n'est pas du tout ce qui se passe actuellement sur le plan social, où au contraire, chacun se clôture dans son monde en ignorant l'autre. Et ça, c'est tragique parce que quand on se clôture dans un seul monde mental, un langage totalitaire, on peut tuer les autres sans aucune culpabilité parce qu'il n'y a pas d'autre, ou que l'autre n'est pas un être humain. Donc c'est pas grave d'écraser un cancrelat, comme je l'ai entendu au Rwanda, c'est pas, ou je l'ai entendu aussi au Congo. C'est pas grave, c'est pas un être humain, c'est un cancrelat. C'est ce que vous décrivez comme le syndrome de glaciation affective, c'est ça? Dans dans l'avant-dernier livre? Alors, ça peut être ça, mais alors, c'est plus de la psychologie du clan. D'accord, C'est-à-dire que c'est plus social. c'est ça, c'est plus social. Je suis très moral à l'intérieur de mon clan. J'entraide mon voisin, j'entraide le soldat ukrainien, j'entraide le soldat israélien. euh, c'est plus de l'ordre. Et j'ignore les autres et je souhaite la mort des autres. Et la mort des autres me réjouit. Mais je suis très moral avec les gens de mon clan et je suis pervers avec les gens d'un autre clan, puisqu'ici, il n'y a pas d'altérité. Je ne sais pas quelle est leur religion, je ne sais pas ce qu'ils valent, ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'échange. Donc je peux les tuer en souriant, au contraire, même je peux les tuer avec bonheur. Ce qui se passe dans les pays en guerre. Mmh, mmh. Alors justement, toute notre population, chez nous, les Français qui regardent cette histoire qui est en train de se créer avec les pays proches, qui voient toutes ces images, qui voient des discours qui sont très tranchés, ça vous l'avez bien dit, qui sont même radicaux. Est-ce que ça facilite leur entrée dans un monde plutôt, dépressif ou autre? Et si oui, quoi leur dire? Comment leur donner un coup de main pour s'en sortir de ça? Alors le langage totalitaire est tragique parce que il ne met pas sur le tapis roulant de la dépression. Il met sur le tapis roulant de la conviction fanatique. Je suis convaincu d'avoir raison, je me sens bien avec les gens du même réseau social que moi, que ce réseau social soit un journal, une église ou une synagogue, hein, ou, ou Internet. Je suis bien avec les gens qui récitent le même slogan que moi. Mais réciter un slogan, c'est l'arrêt de la pensée. Alors que, au contraire, Hannah Arendt disait, ceux qui ont un degré de liberté intérieure, ils cherchent à découvrir le monde de l'autre. Ce qui se passe pour nous, psychothérapeutes. Notre fonction, on s'intéresse, on veut, on désire découvrir le monde de l'autre. Un autre parfois très différent de nous, schizophrène, père incestueux, comment est-il? Et à ce moment-là, on se protège moins. Et il y a un nombre de dépressions très élevé dans les métiers du soin, particulièrement en psychologie. Parce que, et il y a un nombre, d'abord, parce que la motivation, la psychologie, c'est souvent la motivation pour surmonter un point faible un point vulnérable de notre développement, hein, ce que je disais tout à l'heure, avant, pendant, après. Avant, on a acquis un point faible qui nous rend vulnérables, donc on veut surmonter cette vulnérabilité, donc on veut comprendre
Et c'est pour ça souvent qu'on devient psychiatre ou psychologue, hein. Mais c'est une bonne motivation. Pourquoi pas? C'est une bonne motivation et ça, en tout cas, ça nous rapproche des patients. Le patient, c'est pas l'autre, c'est quelqu'un qui, en même temps qu'il parle de lui, parle de nous aussi, hein. Freud l'a très bien décrit ça, hein. Donc ça veut dire que, heu quand on laisse se mettre en place un langage totalitaire, on est convaincu et là, on est capable de tous les crimes sans culpabilité. On est capable de faire la fête en tuant quelqu'un. Ce qu'ont fait les nazis, ils faisaient la fête. À Auschwitz, c'était une fête constante chez les nazis, alors qu'ils étaient à quelques mètres d'un des plus grands crimes de l'histoire et eux faisaient la fête. Ils faisaient venir leurs femmes, ils faisaient de la musique, ils s'amusaient beaucoup. Mais ils avaient un métier bien difficile, comme le disait Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz. Donc je pense au contraire que le langage totalitaire est un piège parce qu'il empêche le doute. Et le doute, c'est fatigant. Le doute méthodique, scientifique, il faut faire un effort. Il faut penser contre soi-même, comme disait Bachelard. Et j'ai envie de croire ça, mais je vais penser contre moi-même et me demander, est-ce que vraiment j'ai raison? Et à ce moment-là, Hannah Arendt, qui parle de liberté intérieure, elle-même, elle a pensé contre elle-même et elle l'a payé très cher. Je ne pense pas qu'elle ait fait de dépression, mais elle a dû être très malheureuse quand les gens qu'elle aimait l'ont haï parce qu'elle disait que c'est ce qui Eichmann, un des plus grands criminels de l'histoire, n'était pas un monstre. C'était au contraire un petit fonctionnaire, c'était un petit monsieur. Alors que son mari, ses amis, la plupart des juifs voulaient que ce soit un monstre, parce que ayant commis un acte monstrueux, il a condamné à mort 800 000 personnes avec un stylo de son bureau. Il signait la condamnation à mort sans voir les gens. Donc il était dans une situation de pervers, pas d'émotion, pas d'altérité. Il a tué avec un stylo, il a tué 800 000 personnes. Donc c'est un acte monstrueux, fait par un petit monsieur qui lui-même n'était pas un monstre. Ça aurait peut-être, s'il n'y avait pas eu la guerre, peut-être que ça aurait été un petit fonctionnaire sans envergure. Alors que là, c'est devenu un monstre, un des plus grands criminels de l'histoire. Et Hannah Arendt, qui proposait un degré de liberté intérieure, elle a été haïe pour avoir dit ce que je viens de vous proposer. Et pourtant, je pense que c'est intéressant d'apprendre à se décentrer de soi pour visiter le monde d'un autre, la religion d'un autre, les croyances d'un autre, la famille d'un autre, la culture d'un autre, et ça nous enrichit, mais manque de chance, c'est un effort. Et, et il est possible que les offres sociales actuelles d'Internet, des sites de rencontres, du commerce en général, nous poussent davantage à des solutions faciles qu'à des solutions complexes. Alors l'avantage de la philosophie, c'est de présenter différentes manières de penser. Alors nous, psychiatres, psychologues, praticiens, on peut pas y échapper. On a des patients qui nous présentent des mondes mentaux incroyablement différents, donc ils nous forment. Ils nous apprennent à nous décentrer de nous-mêmes pour apprendre il y a 1000 vérités et qu'un psychotique qui nous dit: «J'ai vu la Vierge sur mon frigidaire», eh ben, il a vu la Vierge sur un frigidaire, qu'est-ce que vous voulez y faire? Donc donc nos patients nous entraînent à penser contre nous-mêmes, hein, donc si on cherche à les comprendre. Donc ils nous donnent une bonne formation humaine. En revanche, le contraire de ce que je viens de dire, c'est il y a une seule vérité, celle du chef. Chef religieux, chef idéologique, chef financier, parfois chef scientifique. Ça aussi, ça existe, hein. La lobotomie, qui est un crime, a eu un prix Nobel. Donc, parce que les scientifiques restaient entre eux. Et ce sont des médecins des hôpitaux psychiatriques qui n'étaient pas psychiatres, qui étaient médecins des hôpitaux psychiatriques, qui soignaient la pneumonie des fous
parce qu'on pensait que la folie n'était pas curable. Et c'est eux qui ont dit, mais c'est pas une thérapeutique, c'est un crime. Et c'est eux qui ont fait condamner la lobotomie. Si les scientifiques restaient entre eux, j'ai chez moi les rapports des premiers congrès internationaux, les scientifiques restent entre eux, il n'y avait que des problèmes techniques. Est-ce qu'il faut faire un volet frontal? Est-ce qu'il faut passer par le creux suborbitaire? Est-ce qu'il faut faire avec un bistouri ou est-ce qu'une lame, une aiguille mousse suffit? Est-ce qu'il faut injecter de l'alcool ou est-ce que de l'eau distillée suffit? Il ne parlait que technique. Aucun n'avait le regard global que les praticiens ont eu, les psychiatres des hôpitaux. Là, ça s'appelait pas psychiatre des hôpitaux à cette époque-là, c'était les médecins des hôpitaux psychiatriques. Ils n'étaient pas psychiatres. Les internes étaient psychiatres, mais pas les chefs de service. Vous imaginez un petit peu les conflits que ça faisait. Alors, que dit-on à celles et ceux qui vont regarder cette interview sur justement la place du sport, la place de- des habitudes du quotidien, des relations affectives. Euh, Comment faire avec tout ça pour être le mieux protégé, le plus en sécurité affective pour traverser les moments rudes qui nous attendent tous. Alors je pense qu'il faut s'entraîner au raisonnement que je vous ai proposé, au raisonnement écosystémique. On se développe dans 3 niches sensorielles. Le ventre des femmes, où notre système nerveux est déjà en relation avec les émotions maternelles. Alors ça, on l'a photographié, on l'a dosé. Le corps des femmes, le foyer conjugal, quand il y en a un, et de plus en plus souvent, notre culture détruit les foyers conjugaux, donc la mère se retrouve seule avec un tyran domestique adoré qu'elles appellent le bébé, et elles font des burn-out. Hein. On travaille avec Isabelle Roskam, qui est professeure à Louvain, qui a fait une cartographie des burn-out. Incontestablement, la majorité des burn-out arrivent dans les pays occidentaux. Dans les pays pauvres où les femmes sont entravées, elles font moins de burn-out. Je ne dis pas qu'il faut entraver les femmes. Je dis qu'il faut respecter leur développement et faire attention aux moments d'isolement sensoriel qu'elles connaissent quand elles mettent au monde un bébé. Donc, il faut refaire un village. Donc, on voit que il faut s'entraîner à raisonner en termes écosystémiques ou, comme dans les théories de l'attachement, on a un cerveau, on a la biologie qui n'explique pas tout. On a une relation psychologique affective nécessaire, même chez les personnes âgées, nécessaire, qui n'explique pas tout. Les pressions sociales sont énormes pour le développement, l'organisation des écoles, euh, l'apprentissage des enfants et des adultes. Ça n'explique pas tout. En revanche, quand on associe des praticiens ou des chercheurs de disciplines différentes, on crée un objet qui n'est pas vraiment scientifique, mais qui est un objet de praticien, c'est-à-dire un objet multidisciplinaire. La psychothérapie pourra effectivement accompagner dans des moments difficiles, mais ce que vous dites, c'est pas que. Et la psychothérapie, certains en ont besoin, certains le désirent, même quand on n'est pas malade au sens, le mot malade est en train de disparaître. Il y a des maladies mentales, il y a des syphilis qui ont disparu, qui disparaissent, qui ont disparu après 5 semaines de traitement par la pénicilline. Mais comme maintenant on voit réapparaître des méningocoques et des tréponèmes pâles résistants à la pénicilline, on voit réapparaître la syphilis méningée avec les délires qui sont provoqués par la syphilis méningée. Il y a une bave crémeuse qui stimule certaines zones cérébrales et on voit réapparaître la syphilis actuellement. Donc, c'est la maladie, il y a le traumatisme crânien, il y a l'alcoolisme, il y a les méningites, il y a des tas de maladies mentales, au sens médical du terme. Mais assez paradoxalement, les progrès médicaux
relativise l'importance du déterminisme médical. Par exemple, les crétins des Alpes ont disparu. On les appelait les crétins des Alpes parce que dans l'eau des Alpes de Provence, il n'y avait pas assez d'iode. Donc il a suffi d'ajouter un peu d'iode dans le sel de cuisine pour que les crétins des Alpes disparaissent. Donc on voit déjà des raisonnements écosystémiques qui modifient la pensée. Alors là, c'est des maladies mentales, c'est une altération du cerveau qui provoque une maladie mentale. Mais c'est loin d'être la majorité. Je crois que la majorité des souffrances, c'est des troubles de l'éducation. Ok. Écoutez, c'est plutôt clair. C'est plutôt clair, me semble-t-il, comme toujours. À Donc, parler sans fin, la condition humaine est tellement riche, passionnante, qu'on pourrait ne jamais arrêter de parler, jamais arrêter de lire. c'est Ça vrai, c'est sera vrai. d'autres occasions. On aura d'autres occasions. Bah, à Bordeaux, je crois, en mai, on se retrouve pour un congrès d'hypnose et thérapie brève Oui, en mai 2024. Donc, on se retrouvera là-bas avec toujours le même plaisir. Et puis, bah, d'ici là, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous éclairer là-dessus. Soin de vous. à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.